Nous donnons les parts à Brent, a dit papa. Maintenant, sors. Tu es viré. Je l'ai fixé du regard. Donc vous avez vendu mon code? Maman a ri. Nous avons vendu notre entreprise. L'agent du Bureau fédéral d'investigation s'est levé. En fait. Mesdames et messieurs, le seul génie derrière le système a ri, mon fils Brent. Les applaudissements étaient assourdissants. Je suis resté figé alors que mon père, Edward, tendait le microphone à mon frère, un accro au jeu qui ne savait pas coder une seule ligne. Edward s'est penché vers moi, son sourire ne vacillant jamais, et a porté le coup qui a effacé 10 ans de ma vie. Ne fais pas de scène, Mia, a-t-il chuchoté, sa voix froide comme la glace. Tu es juste la mécanicienne. Les mécaniciens n'obtiennent pas de part. Maintenant, souris ou tu n'auras même pas d'indemnité de départ. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai mis la main dans ma poche, j'ai sorti mon badge de sécurité et je l'ai posé doucement sur la table en acajou. Il a fait un léger clic que personne n'a entendu par-dessus les acclamations. Puis je me suis retourné et je suis sorti. Je suis passé devant les investisseurs, devant le champagne, et devant la technologie valant 1,2 milliard de dollars qui, à leur insu, étaient sur le point de devenir des presse-papiers très, très coûteux. Avant de vous raconter ce qui se passe quand un mécanicien décide d'arrêter de réparer le moteur, laissez un commentaire. D'où regardez-vous cela? Et quelqu'un s'est-il déjà attribué le mérite de l'œuvre de votre vie? J'étais assise dans ma berline vieille de 10 ans, le moteur froid, écoutant les basses étouffées de la musique de célébration résonner à travers le béton du garage. Je m'appelle Mia. J'ai 32 ans et, depuis 10 ans, je suis un fantôme. À l'intérieur de ce bâtiment, il portait un toast à l'avenir d'Arimedtech. Il célébrait les prothèses robotiques de classe 3 qui pouvaient permettre à un homme paralysé de courir un marathon. Mais il ne savait pas comment ces machines fonctionnaient réellement. Il ne savait pas que chaque ligne de code, chaque protocole de sécurité et chaque journal de conformité de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux portait mon empreinte numérique. Mon frère Brent, l'architecte, ne savait même pas épeler conformité. C'était un accro au jeu qui traitait les comptes de l'entreprise comme son casino personnel. J'ai passé ma vingtaine à nettoyer ses dégâts. J'ai travaillé 18 heures par jour pour corriger ses erreurs, couvrir ses traces et m'assurer que notre technologie ne tue personne accidentellement. J'ai signé chaque journal de sécurité parce que Brent n'avait pas la licence. J'étais le filet de sécurité qui le rattrapait chaque fois qu'il tombait. Vous pourriez demander pourquoi je suis resté. Pourquoi les ai-je laissés m'utiliser pendant 10 ans? C'est une question que je me posais chaque fois que je rentrais seul chez moi pendant qu'ils partaient en vacances que je payais. La vérité n'est pas simple. C'est ce que les psychologues appellent le piège de la cruauté normalisée. Mon père, Edward, ne m'a pas brisé en un jour. Il m'a érodé lentement, méthodiquement, depuis que j'étais enfant. Il m'a appris que l'amour était conditionnel. Il m'a appris que ma valeur n'était pas inhérente. Elle était fonctionnelle. Je n'avais de la valeur que lorsque j'étais utile. Je me souviens quand j'avais 12 ans, j'ai gagné la foire scientifique de l'État. Je suis rentré en courant, éclatant de fierté, tenant le ruban bleu. Edward ne l'a même pas regardé. Il a juste pointé Brent, qui pleurait sur une voiture jouet cassée. Répare-la, Mia. Il avait dit, ton frère est la statue. Tu es le piédestal. Sans toi, il tombe. Alors n'ose pas bouger. C'était la leçon. Je n'étais pas l'art. J'étais la structure de soutien. Je n'étais pas la star. J'étais la gravité qui empêchait leur monde de partir en vrille. Ils m'ont entraîné à être invisible. Ils m'ont entraîné à croire qu'être la bonne fille signifiait m'immoler par le feu pour les garder au chaud. Ils pensaient que cet entraînement durerait éternellement. Ils pensaient que je disparaîtrais tranquillement parce que c'est ce que font les piédestaux. Ils restent immobiles pendant que la statue reçoit la gloire. Mais ils ont oublié une chose. Si vous retirez le piédestal, la statue ne fait pas que paraître moins impressionnante. Elle s'écrase au sol et se brise en 1 million de morceaux. J'ai regardé mes mains. C'étaient les mains qui avaient écrit le code. C'étaient les mains qui assuraient la sécurité de milliers de patients. Et c'étaient les mains qui tenaient la seule clé du royaume. Mon téléphone a vibré sur mes genoux. L'écran s'est allumé avec une notification que je recevais chaque jour depuis 3600 jours. Il était temps.
La vibration contre ma cuisse était une sensation que je connaissais mieux que mon propre rythme cardiaque. 17 heures. L'invite automatisée quotidienne du serveur central Harry. J'ai sorti le téléphone. L'écran brillait avec une simple boîte de notifications blanche. Poignée de main biométrique requise. Administrateur de niveau 5. Autoriser les opérations quotidiennes. Pendant 10 ans, j'avais appuyé sur le bouton vers accepter sans réfléchir. J'ai appuyé dessus le matin de Noël pendant que ma famille ouvrait des cadeaux sans moi. J'ai appuyé dessus pendant la réception de mariage de ma meilleure amie en me cachant dans les toilettes. J'ai appuyé dessus alors que j'avais la grippe, pendant que j'étais à des rendez-vous et pendant que j'enterrais ma grand-mère. Ce bouton était la laisse qui gardait le chien à $1 milliard marchant en ligne droite. Edouard pensait m'avoir dépouillé de mon pouvoir quand il a pris mon badge de sécurité en plastique. Il pensait que me virer signifiait que j'étais parti. Il avait oublié qu'il n'avait pas seulement bâti une entreprise. Il avait bâti un royaume de dispositifs médicaux de classe 3 qui nécessitait un monarque licencié pour fonctionner. Et il venait d'exiler la reine. J'ai posé ma tablette sur le volant. L'entreprise diffusait l'événement en direct pour les marchés mondiaux. Sur l'écran, Edouard riait, trinquant son verre contre la flûte de l'investisseur principal. Derrière lui, le bras prototype Harry Mark IV jouait une délicate sonate au piano, ses doigts en titane bougeant avec une grâce fluide. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Mon chef-d'œuvre. 0 par, ai-je chuchoté. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone. Mon pouce planait au-dessus de l'écran. Le bouton vert signifiait la sécurité. Cela signifiait maintenir la paix. Cela signifiait avaler l'insulte, rentrer à la maison et espérer qu'il pourrait me jeter quelques miettes de gratitude plus tard. Le bouton rouge signifiait la guerre. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas tremblé. J'ai appuyé sur refuser. Sur mon téléphone, un nouveau message a clignoté. Autorisation refusée. Lancement du protocole d'urgence. J'ai regardé à nouveau la tablette sur le flux en direct. La musique de piano s'est arrêtée instantanément. Le bras Harry n'a pas seulement ralenti. Il s'est figé en pleine frappe, ses doigts rigides, verrouillés dans une rigidité cadavérique protectrice. Le silence soudain dans la salle de conférence était plus fort que les applaudissements ne l'avaient été. Edouard a froncé les sourcils, tapotant à nouveau son verre, pensant que c'était une pause dans le programme. Il s'est tourné vers le prototype et a agité la main, s'attendant à ce que les capteurs de mouvement le repèrent. Le bras est resté mort. Puis est venu le son. Une impulsion rythmique basse a commencé à retentir depuis la console d'affichage. C'était l'alarme mandatée par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux pour un appareil non supervisé. Bip, bip, bip. Les investisseurs ont arrêté de boire. Ils ont échangé des regards confus. Brent s'est précipité vers la console, le visage pâle. Je l'ai regardé taper furieusement sur l'écran, essayant de contourner le verrouillage. Il ressemblait à un enfant essayant de piloter un vaisseau spatial en tapant sur le tableau de bord. Une grande bannière rouge a défilé sur l'écran de présentation derrière eux, remplaçant le logo Harry. C'était net, clair et impossible à ignorer. Verrouillage du système. Opération non autorisée. Superviseur licencié manquant. Toutes les unités désactivées. Le sourire d'Edouard a disparu. Il s'est retourné. Ses yeux scannaient la pièce, scannaient la foule, cherchant la seule personne qu'il venait de jeter comme une ordure. J'ai pris une gorgée de la bouteille d'eau tiède dans mon porte-gobelet. Le spectacle ne faisait que commencer. Le silence dans ma voiture a été brisé par la sonnerie que j'avais attribuée à mon père. Une sirène discordante et répétitive. Le nom Edouard clignotait sur l'écran du tableau de bord comme une menace. J'ai décroché. Je n'ai pas dit bonjour. Je n'ai pas à le rallumer. Sa voix était si forte qu'elle déformait le haut-parleur. Je pouvais entendre le chaos en arrière-plan. Les investisseurs criant, les chaises raclant, le bip incessant de l'alarme de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux. Rallume-le tout de suite, Mia. Je sais que tu as fait ça. Je sais que tu l'as truqué. Je me suis penché en arrière dans mon siège, regardant le flux en direct sur ma tablette. À l'écran, Brent transpirait à travers son costume coûteux, écrasant frénétiquement des boutons sur une console qui était complètement morte. Je n'ai rien truqué, Edouard, ai-je dit, ma voix calme, presque ennuyée. Je t'ai dit que je suis juste la mécanicienne,
et puisque je ne travaille plus là-bas, je ne peux pas autoriser les protocoles de sécurité. Ne me sors pas ce baratin technique, a-t-il crié. Tu as saboté la flotte. Tu as planté un virus. Je te poursuivrai pour tout ce que tu as. Je t'enterrerai si profondément que tu ne travailleras plus jamais dans cette industrie. Ce n'est pas un virus, les jeux corrigés. C'est une fonctionnalité. Plus précisément, c'est le mandat de supervision de 24 heures requis pour les dispositifs médicaux de classe 3. Sans administrateur licencié pour signer biométriquement les journaux, le système passe par défaut en mode sans échec pour éviter les blessures aux patients. Ce n'est pas du sabotage, papa, c'est la loi. Je me fiche de la loi, a-t-il rugi. J'ai des investisseurs ici. J'ai un accord d'1 milliard de dollars sur la table. Répare ça. Il y eut un bruit de lutte et ensuite la voix de ma mère est venue sur la ligne. Elle pleurait. Ce sanglot haletant et aigu qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait me manipuler. Mia, s'il te plaît, a supplié Cynthia. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu être si cruel envers ton frère? C'était sa grande soirée. Il a besoin de cette victoire. Pourquoi essaies-tu de détruire cette famille? J'ai fermé les yeux une seconde. C'était le pivot classique. Quand les menaces ne fonctionnaient pas, il passait à la culpabilité. Il se fichait qu'Edouard vienne de me virer et d'effacer mon existence. Il se souciait seulement que je gâche la fête. Je n'ai pas détruit la famille, maman, ai-je dit. Tu l'as fait quand tu t'es assise là et que tu as regardé papa donner l'œuvre de ma vie à un accro au jeu. Tu as choisi ton camp. Nous t'avons donné un travail, a-t-elle hurlé, le masque glissant. Nous t'avons nourri. Nous t'avons laissé jouer à la scientifique dans ce laboratoire. Et c'est ainsi que tu nous rembourses. En nous embarrassant. Donne-moi le téléphone. Édouard l'a repris brutalement. Sa respiration était saccadée. Écoute-moi, petite morveuse ingrate. Je veux le code de contournement tout de suite. Donne-moi le mot de passe et peut-être que je n'appellerai pas la police. J'ai regardé ma main à nouveau. Le pouce qui avait appuyé sur refuser. Il n'y a pas de mot de passe, Édouard, ai-je dit. C'est une clé biométrique. Elle scannait le motif vasculaire unique de l'empreinte de pouce d'un ingénieur licencié. Plus précisément, mon empreinte de pouce. Alors reviens ici, a-t-il exigé. Rentre ici et déverrouille-le. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit. Pourquoi diable non? Parce que tu m'as viré, ai-je dit. Et comme tu l'as si clairement souligné, les mécaniciens n'obtiennent pas de part. Donc, à moins que tu ne prévoies de céder 50% de l'entreprise dans les 5 prochaines minutes, mon pouce reste avec moi. Tu ne peux pas faire ça, a-t-il bégayé, la réalité le frappant enfin. Tu ne peux pas juste partir avec les clés d'une entreprise d'1 milliard de dollars. Je viens de le faire, ai-je dit. Bonne chance avec les investisseurs, papa. J'entends dire qu'ils détestent les surprises. J'ai appuyé sur l'icône rouge de fin d'appel sur l'écran. La connexion a été coupée. La sirène s'est arrêtée. Sur la tablette, j'ai regardé l'investisseur principal se lever, boutonner sa veste et sortir de la pièce. Édouard lui a couru après, attrapant son bras. Désespéré, pathétique. J'ai mis la voiture en marche. Je ne rentrais pas chez moi. J'y retournais. Pas pour réparer, mais pour finir. Je suis retourné dans le hall d'Harry Medtech. L'agent de sécurité, le vieux monsieur Henderson, ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Il m'a juste fait passer le tourniquet d'une main tremblante. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à l'étage de l'attique. Je m'attendais à des avocats. Je m'attendais à une offre de règlement. Je m'attendais à ce qu'Edouard fasse glisser un morceau de papier sur la table avec un chiffre qui avait trop de zéros, essayant de racheter sa dignité. J'étais naïve. J'avais oublié que lorsque vous coincez un narcissique, il ne négocie pas. Il anéantit. Les portes de la salle de conférence étaient ouvertes. L'atmosphère à l'intérieur était lourde, suffocante. Les investisseurs étaient toujours là, assis dans un silence tendu. Brent était appuyé contre le mur, faisant défiler son téléphone, l'air ennuyé. Édouard se tenait en bout de table. Il ne transpirait plus. Il ne criait plus. Il ajustait ses boutons de manchette, l'air calme. Trop calme. Je suis là, ai-je dit en entrant dans la pièce. Parlons des parts qui m'ont été refusées.
Édouard a levé les yeux. Il n'a pas souri. Il m'a regardé avec une performance d'une tristesse si profonde que pendant une seconde, je l'ai presque cru moi-même. Je suis désolé, Mia, a-t-il dit doucement. Je ne voulais vraiment pas que ça finisse comme ça. Finir comme quoi? Comme ça. Il a fait un signe de tête vers la porte latérale. Elle s'est ouverte brusquement. 4 hommes en coupe-vent ont fait irruption. Ils ne ressemblaient pas à des avocats d'entreprise. Ils bougeaient avec la précision agressive des forces de l'ordre. Sur le dos de leur veste, en lettres jaunes audacieuses, Bureau fédéral d'investigation. Mon sang s'est glacé. Mi-avance, a aboyé l'agent principal, traversant la pièce en 3 enjambées. Les mains bien en évidence. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé en reculant. Je n'ai rien fait. Nous avons une déclaration sous serment du président-directeur général d'Harry Medtech alléguant l'espionnage industriel, la fraude électronique et le déploiement de rançongiciels malveillants, a déclaré l'agent. Il a attrapé mon poignet, me faisant tourner. J'ai regardé Édouard. Il secouait la tête, jouant le rôle du père dévasté à la perfection. Il a tenu un épais dossier manille. Elle a truqué le système, a dit Édouard aux agents, sa voix tremblant d'une fausse émotion. Nous avons les journaux. Elle a planté un virus pour prendre l'entreprise en otage. Elle a exigé 50% des actions pour le déverrouiller. C'est de l'extorsion. L'acier froid des menottes a cliqueté autour de mes poignets. Le son a résonné dans la pièce silencieuse. Je me tenais là, physiquement restreinte, tandis que les gens que j'avais servis pendant une décennie regardaient. L'investisseur principal me regardait avec un pur dégoût. Pour eux, je n'étais plus l'architecte. J'étais juste une ex-employée amère et instable essayant de brûler le bâtiment. Je n'ai pas planté de virus, ai-je dit, ma voix tremblant malgré mes meilleurs efforts. C'est un protocole de sécurité. Vérifiez le code. Gardez ça pour le juge, a dit l'agent en serrant les menottes. Brent s'est décollé du mur. Il s'est approché de moi en souriant. Il s'est penché tout près. Si près que je pouvais sentir le scotch coûteux dans son haleine. Je te l'avais dit, Serette, a-t-il chuchoté. Papa a toujours une longueur d'avance. Tu penses que tu peux voler mon entreprise? Profite bien de la prison. Ma mère, Cynthia, était assise dans le coin. Elle ne pleurait plus. Elle regardait le sol, refusant d'être témoin du monstre qu'ils avaient créé. Édouard, ai-je dit en regardant directement mon père. Tu sais que c'est un mensonge. Tu sais que je ne l'ai pas truqué. Nous avons essayé de t'aider, Mia, a dit Édouard fort, jouant pour les agents. Nous t'avons donné un travail. Nous t'avons donné un but, et tu nous as trahis. L'agent m'a poussé en avant. Allons-y. Alors qu'il me faisait marcher vers la porte, mon esprit s'emballait. Ils avaient planifié cela. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas me battre techniquement, alors ils ont décidé de m'enterrer légalement. Ils m'ont piégé. Ils ont transformé mes propres mesures de sécurité en une arme. J'ai regardé les prototypes, toujours figés, clignotant toujours en rouge. Édouard pensait que m'arrêter résolvait son problème. Il pensait que si j'étais dans une cellule, il pourrait me forcer à donner les clés. Il ne réalisait pas qu'en me mettant les menottes, il ne m'avait pas simplement piégé. Il venait de marcher directement dans un piège fédéral dont il ignorait même l'existence. L'agent m'allumait droit, mais j'ai gardé les yeux sur le message clignotant derrière Édouard. Verrouillage du système. Protocole de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux 21-11. Édouard rayonnait de victoire. Il avait pris mon travail, m'avait effacé de l'entreprise et prévoyait maintenant de m'emprisonner pour finir le travail. Mais il avait oublié l'investisseur principal. Attendez, a dit l'investisseur en pointant l'écran. Ce code d'erreur n'est pas un virus. C'est la conformité fédérale. J'ai dit à l'agent de rechercher le titre 21 du Code des réglementations fédérales, partie 11. Quand il a vérifié, la vérité s'est révélée rapidement. Me retirer, le seul superviseur réglementaire licencié, fermait l'installation par la loi et exposait l'entreprise pour opération illégale, un crime. Je lui ai dit de revoir les journaux. Ce n'était pas des piratages. C'étaient mes audits de sécurité. Et derrière eux se trouvait le véritable scandale, Brent contournant les limites et falsifiant les données pour faire grimper le prix de l'action. C'était pour ça qu'il m'avait viré. L'investisseur a vu les preuves et a explosé.
Un investissement d'1 milliard de dollars avait été bâti sur la fraude. Quelques instants plus tard, les menottes ont quitté mes poignets et se sont refermées sur ceux d'Edward et de Brent. 3 mois plus tard, Harry Medtech avait disparu, saisi, liquidé et en faillite. Brent a plaidé coupable et est allé en prison. Ma mère a abandonné le navire et a mendié de l'argent. Je l'ai ignoré. Je ne suis revenu que pour acheter de l'équipement pour ma nouvelle entreprise. Edward était là, libéré sous caution, criant après les déménageurs, vidant son bureau. Et cela m'a finalement frappé. Son pouvoir n'avait jamais été réel. C'était juste de l'argent en volume. Sans argent, il n'était personne. Il a essayé de me commander une dernière fois. Je suis parti. Dehors, la lumière du soleil a frappé mon visage alors que je déverrouillais les serveurs pour ma nouvelle entreprise. Mon nom, ma licence, mon avenir. Parfois, la seule façon d'avancer est de laisser le mauvais système s'effondrer et de construire le vôtre.